Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du CAS. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Présidente Fattah Al-Sisi se rencontre à Bruxelles. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en marge du premier sommet égypto-européen. Le Croissant Rouge égyptien annonce que le 57e convoi Zad al-Izza de l'Égypte à Gaza est entré aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et enfin, le cours du pétrole en bandit de presque 3% en début d'échange asiatique jeudi après les sanctions américaines contre les groupes russes d'hydrocarbures. À la une donc, de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi qui a rencontré aujourd'hui le roi Philippe de Belgique au palais royal de Bruxelles. La rencontre a mis en avant la profondeur de relations historiques entre l'Égypte et la Belgique et leur développement récent dans les domaines politiques et économiques. Le roi Philippe a salué les efforts de l'Égypte et du président Al-Sisi personnellement pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soulignant leur rôle essentiel pour la stabilité régionale. Le président Al-Sisi a remercié le roi pour son accueil et pour la position de la Belgique en faveur de droits du peuple palestinien, notamment la reconnaissance de l'État de Palestine. Les discussions ont également porté sur les crises régionales et la nécessité de solutions pacifiques, ainsi que le renforcement des investissements belges en Égypte et la coopération dans divers domaines. Le président Sisi a invité le roi Philippe à assister à l'inauguration du grand musée égyptien le 1er novembre à la lumière de l'intérêt qu'accorde le peuple belge pour la civilisation égyptienne. Le roi Philippe a pour sa part salué le rôle central de l'Égypte dans la stabilité du Moyen-Orient et a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale. Également, le président Abdel Fattah Al-Sisi avait rencontré à Bruxelles la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en marge du premier sommet égypto-européen. Les discussions ont porté sur le renforcement de partenariats stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne, ainsi que sur la poursuite de la coopération politique et économique, ainsi que sur la poursuite de la coopération politique, économique et parlementaire. Madame Metsola a salué les efforts du président Sisi visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, affirmant que son rôle a été déterminant. Les deux parties ont insisté sur la nécessité de consolider la trêve, d'acheminer l'aide humanitaire et de soutenir la solution en deux États. Le président Al-Sisi a également évoqué les efforts de l'Égypte visant à stabiliser la région et à résoudre les crises dans le respect de la souveraineté des États. Madame Metsola a pour sa part rendu hommage au rôle central et équilibré de l'Égypte dans la région, la considérant comme un pilier de stabilité au Moyen-Orient et en Méditerranée. La réunion a aussi abordé la migration illégale avec une reconnaissance des résultats des efforts de l'Égypte qui a stoppé les départs clandestins depuis 2016. Les deux parties ont de même convenu de promouvoir l'emploi, la formation en Europe et les échanges parlementaires entre l'Égypte et l'Union européenne. Dans le même contexte, le président Sisi a salué la position du Parlement européen en faveur de la cause palestinienne, a appelé à une coordination étroite pour appliquer l'accord humanitaire reconstruit Gaza. Enfin, il a été annoncé que l'Égypte accueillera en novembre 2025 la conférence sur la reconstruction de Gaza.
sur le plan humanitaire et dans le cadre des efforts égyptiens visant à fournir une aide alimentaire et humanitaire aux habitants de Gaza, le Croissant Rouge égyptien a annoncé que le 57e convoi Zad el-Izz de l'Égypte à Gaza est entré aujourd'hui dans la bande de Gaza, transportant des centaines de camions d'aide humanitaire d'urgence dans le cadre de ces efforts continus en tant que mécanisme national de coordination de l'aide à Gaza. Selon un communiqué du Croissant Rouge égyptien, ce convoi a acheminé plus de 6000 tonnes d'aide humanitaire d'urgence, dont plus de 2400 tonnes de denrées alimentaires et de farine, plus de 2000 tonnes de fournitures médicales et de secours essentiels, environ 1800 tonnes de produits pétroliers. Cette initiative s'inscrit en fait dans le cadre des efforts constants adoptés par l'Égypte pour soutenir les habitants de Gaza sur les plans humanitaires et alimentaires. De sa part, la Cour internationale de justice a déclaré qu'Israël était tenu, en vertu du droit international, de faciliter l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant que le pays devait subvenir aux besoins fondamentaux des Palestiniens essentiels à leur survie. Cette décision de grande portée de la CIG intervient alors que les organisations humanitaires s'efforcent d'intensifier l'aide humanitaire indispensable à Gaza après le fragile cessez-le-feu conclu plus tôt ce mois-ci. Le président de la CIG, Yuji Iwasa, a déclaré qu'Israël était dans l'obligation d'accepter de faciliter le programme d'aide fourni par les Nations Unies et ses entités. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a mis en garde sur le fait que le vote au Parlement israélien de projet de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie risquait de menacer la trêve à Gaza. La Knesset, le Parlement israélien, s'est prononcé mercredi pour l'examen de 2 projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie occupée par Israël, en pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël. Le président américain Donald Trump s'est opposé à toute annexion de la Cisjordanie par Israël, un projet soutenu par l'extrême droite israélienne. Israël a approuvé en août un projet de clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie, dénoncé par l'ONU et plusieurs dirigeants étrangers. Marco Rubio sera en Israël dans la foulée du vice-président J.D. Vance, qui s'est montré globalement optimiste quant au maintien de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. Le président américain Donald Trump a laissé éclater son exacerbation envers Vladimir Poutine et a annoncé des sanctions qualifiées d'énormes contre le secteur pétrolier russe dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine. En parallèle, l'Union européenne a annoncé avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir ainsi les ressources du Kremlin. Un commentaire. Contre le secteur pétrolier russe seront énormes et nous espérons qu'elles ne dureront pas trop longtemps. Nous espérons qu'un terme sera mis à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président américain en recevant le secrétaire général de l'OTAN dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Lui, qui s'est refusé pendant de longs mois à décider de sanctions, a estimé que ces conversations avec le président russe n'allaient nulle part au lendemain du report à s'inédit d'une rencontre entre eux envisagée à Budapest. Peu avant, le ministre américain des Finances avait annoncé dans un communiqué des sanctions contre les 2 plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin, et ce face au refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée. Ces annonces interviennent après une nouvelle nuit d'attaques russes dans toute l'Ukraine, avec plus de 400 drones et une trentaine de missiles qui ont fait au moins 6 morts. Les nouvelles sanctions américaines qui visent les groupes pétroliers russes, Rosneft et Lukoil, sont la conséquence, selon Washington, de l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. Les sanctions européennes, dont l'adoption formelle est prévue jeudi, prévoient notamment un arrêt total des importations de gaz naturel, qualifié de mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions européennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu jeudi au sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, au cours duquel les pays membres doivent formaliser leur accord sur un soutien financier pérenne à l'Ukraine, puis à Londres où se tient vendredi une réunion de la coalition des volontaires.
Sur le terrain, le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que ses systèmes de défense aérienne avaient intercepté, détruit 139 drones ukrainiens au cours de la nuit. Dans le même ordre d'idées, une source militaire indiquait qu'un groupe d'assaut appartenant au 225e régiment des forces armées ukrainiennes avait été entièrement neutralisé par les forces russes lors d'une tentative d'attaque contre Konstantinovka dans l'ouest, plutôt dans l'oblast de Sumy. Quant à la Corée du Nord, elle a confirmé jeudi avoir testé des missiles hypersoniques présentés comme de l'armement de pointe afin de mettre à l'essai ses capacités de défense contre les ennemis potentiels du régime. Le lancement de ce missile a été détecté mercredi par l'armée sud-coréenne. Un commentaire. Des missiles hypersoniques présentés comme de l'armement de pointe, afin de mettre à l'essai ses capacités de défense contre les ennemis potentiels du régime. La Corée du Nord a affirmé que les 2 projectiles hypersoniques avaient décollé au sud de la capitale Pyongyang et atteint une cible dans le nord-est du pays. Les médias nord-coréens n'ont cependant pas communiqué de détails sur la portée, la trajectoire ou la vitesse en vol des missiles. La manœuvre est survenue à une semaine seulement du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique convoqué dans la ville sud-coréenne de Gyeongju, où sont attendus plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump. Un haut responsable militaire du régime cité par l'agence officielle KCNA a affirmé que ce nouveau système d'armement de pointe était une preuve évidente de l'amélioration constante des capacités techniques d'autodéfense de la Corée du Nord. Ce test visait à renforcer la durabilité et l'efficacité de la dissuasion stratégique contre les ennemis potentiels, a rapporté l'agence sur des images diffusées par KCNA. On peut voir un missile volant dans un nuage de fumée. Les missiles hypersoniques se propulsent à plus de 5 fois la vitesse du son et peuvent manœuvrer en plein vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre et intercepter. Donc, sur le plan de l'économie mondiale, le cours du pétrole a bondi de presque 3% en début d'échange asiatique jeudi après de nouvelles sanctions américaines contre le groupe russe d'hydrocarbures, attisant ainsi les craintes de tension sur l'offre d'or noir. Le ministère américain des Finances a annoncé mercredi ces sanctions. Conséquence, selon Washington, de l'absence de volonté sérieuse de la Russie de s'engager dans un processus de paix afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis, l'Arabie saoudite avec environ 11% de la production d'or noir du globe l'an dernier. Ces sanctions contre le groupe russe interviennent alors que Washington accroît sa pression sur les pays européens, mais aussi sur l'Inde et le Japon, pour qu'ils cessent leurs achats d'énergie à la Russie. La Chine, mais aussi les États-Unis auront donc de nouvelles discussions commerciales dans les prochains jours en Malaisie. C'est ce qu'a indiqué jeudi le ministère chinois du Commerce. Le vice-premier ministre chinois conduira une délégation en Malaisie de 24 jusqu'au 27 octobre pour des négociations économiques et commerciales avec les États-Unis. La Malaisie accueille le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est à partir du dimanche à Kuala Lumpur. Après une période de relatif apaisement, les tensions sont remontées d'un cran en octobre dernier, plutôt en cours depuis l'annonce par la Chine d'un renforcement de contrôle sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage. Donc, c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne, la 2e chaîne nationale. Au revoir.